Bonjour, bienvenue à cette conférence intitulée « Emploi et compétences, la dynamique vertueuse du secteur de l'emploi à domicile ». Nous représentons Hyperial Institut, qui est donc un institut mandaté par deux branches professionnelles, les assistants maternels du salarié du particulier employeur et les salariés du particulier employeur. Je suis Nadège Turcot, responsable du service relations institutionnelles à Hyperia, et je suis donc avec Camille Sabre, qui est coordinatrice du service certification. Pour répondre à la question qui nous est posée aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que les emplois de la famille et du domicile sont un secteur économique d'envergure. Quelques chiffres, on ne va pas vous abreuver énormément de chiffres, mais quelques-uns quand même parce que c'est important. Le secteur représente aujourd'hui 3,6 millions de particuliers employeurs, dont 1,10 million de parents employeurs d'assistants maternels, 1,3 million qui sont âgés de plus de 60 ans. Ce sont aussi 1,6 million de salariés. Sur les 1,6 million de salariés, 350 000 sont des assistants maternels, 1,2 million des salariés du particulier employeur. Il faut savoir que 63% des intervenants au domicile des personnes fragilisées sont salariés du particulier employeur. Non seulement c'est un fort secteur en termes de masse, mais c'est aussi 12 milliards d'euros de salaires versés par ménage, ce qui n'est pas rien aujourd'hui dans l'économie. Cela représente 59% de l'activité rémunérée dans le champ des services à la personne, hors assistant maternel. Pour les assistants maternels, c'est 56% de l'offre d'accueil hors accueil familial. Donc tout ce qui est extra-familial, en dehors du cercle de la famille, 56% est couvert par les assistants maternels. De plus, le secteur des emplois de la famille et du domicile, de l'emploi direct, est un secteur qui est légalisé puisque la loi de modernisation de l'économie du 5 août 2008 a reconnu le particulier employeur comme statut à part entière. Vous avez ici qui s'affiche l'article. Le particulier employeur est un acteur économique et social à part entière qui participe à la croissance sans pour autant poursuivre de fins lucratives au moyen des travaux de son ou de ses salariés. L'importance, évidemment, dans ce texte, c'est la question du non lucratif. Dans ce secteur-là, il n'y a pas d'enrichissement personnel dans la relation contractuelle que le particulier peut avoir avec son salarié. Non seulement c'est un secteur économique fort, comme on vient de le voir, mais c'est aussi un secteur encadré avec une offre de services dédiée pour les salariés et pour les particuliers employeurs. Une offre de services qui se fait autour d'un écosystème. Évidemment, deux branches professionnelles, la branche des salariés du particulier employeur et la branche des assistants maternels du particulier employeur. Il faut savoir que ces deux branches sont constituées de représentants des salariés, la CFDT, la CFTC, la CGT, FO, le SPAMAF pour les assistants maternels et la Fédération des particuliers employeurs qui représente les particuliers employeurs. Ces deux branches ont mis en place tout un encadrement juridique des salariés et des particuliers employeurs au travers des deux conventions collectives qu'elles portent. Ces deux conventions collectives ont donné vie également à deux accords de formation. Aux côtés des deux branches, vous trouvez également le groupe IRSEM, qui est aussi présent sur le salon et qui est l'institution de retraite complémentaire et de prévoyance obligatoire et qui peut aussi couvrir par une mutuelle les salariés. AGFOS PME, qui est notre organisme collecteur agréé. Pour ceux qui seraient un petit peu novices dans ce secteur-là, les particuliers employeurs payent une cotisation tous les mois, comme n'importe quelle structure, pour la formation professionnelle de leurs salariés. Cette cotisation est collectée par un organisme qui est chez nous AGFOS PME et qui permet à tout salarié de pouvoir partir en formation, en VAE ou en formation continue sur des modules courts. Sans les OPCA, aujourd'hui, il n'y aurait pas de formation professionnelle des salariés, en tout cas pas telle qu'on la connaît, en tout cas. Enfin, Hyperial Institut, que nous représentons donc, qui est cet organisme de professionnalisation expert de la formation des emplois du domicile et de la famille, qui a permis en 20 ans, puisqu'Hyperia a 20 ans, 21 ans même, puisque nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière, qui a permis de faire en sorte de voir émerger une offre de formation qualifiante, certifiante et en module court qui s'adresse à la fois aux salariés mais aussi aux futurs salariés du secteur. L'objectif étant de pouvoir ouvrir le secteur en filière et donc de faire venir également des personnes qui ne sont pas déjà dans ce métier. Ce
qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, il est porteur économiquement aujourd'hui, il est structuré avec une offre de services, mais quid de demain? Eh bien, demain, c'est aussi un secteur qui a de réelles perspectives d'emploi, court, moyen terme. Parmi les 4 métiers principaux cibles que nous avons, qui sont les assistants maternels, les gardes d'enfants, les employés familiaux et les assistants de vie dépendance, Camille Savre y reviendra, on estime que d'ici 10 ans, nous aurons 500 000 départs à la retraite pour les salariés du particulier employeur et 100 000 départs pour les assistants maternels. Ces scénarios prospectifs ont été faits en prenant en compte le fait qu'aujourd'hui, on allonge le départ à la retraite. Donc même en prenant des scénarios où on reste longtemps en emploi et où les salariés du particulier employeur ou les assistants maternels resteraient plus longtemps en emploi que la moyenne générale, on est quand même sur 500 000 départs pour les salariés du particulier employeur et 100 000 départs pour les assistants maternels, ce qui est énorme. Ainsi, ça nous classe quand même parmi les métiers les plus porteurs dans les 10 années à venir. Le France Stratégie, qui est un service du Premier ministre, l'a rappelé très récemment. Les assistants de vie sont le 2e métier en termes de postes à pourvoir sur l'ensemble des métiers en France d'ici 2022. Les assistants maternels se classent, eux, 12e parmi l'ensemble des métiers, ce qui n'est pas rien. De plus, pour les assistants de vie, ce sont des métiers qui seront donc sur des postes à pourvoir, mais ce seront en plus des métiers qui seront créateurs d'emplois. Indépendamment des départs à la retraite et des besoins que l'on connaît et que l'on identifie aujourd'hui, on sait que demain, avec l'évolution du domicile, avec la population de plus en plus vieillissante, pour tout ce qui est accompagnement au domicile des personnes en dépendance, on va devoir créer de plus en plus d'emplois. Face à ces enjeux se pose évidemment une question très très claire: quelle attractivité pour le secteur? 500 000 personnes qui partent d'un côté, 100 000 personnes qui partent de l'autre. Est-ce qu'on sera en capacité demain de pouvoir avoir autant de personnes qui intégreront le secteur? Et si oui, sur quelle base? Il faut dire qu'en fait, travailler en emploi direct, c'est assez particulier. On le dit souvent, hein, c'est un secteur particulier. Je ne sais pas si on peut l'employer réellement comme ça, mais en tout cas, c'est un secteur qui revisite clairement la relation de travail et la politique RH sur des valeurs fortement humaines. On est sur un relationnel 1-1, le salarié avec son particulier employeur, voire ses particuliers employeurs, puisqu'évidemment, le multi-employeur est dans le secteur quelque chose de très courant. Du coup, cela entraîne évidemment un management aussi différent, et on n'est pas sur du management vertical tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui dans une structure très classique. J'ai mon patron au-dessus de moi, je suis salarié de mon patron, j'ai des directives qui arrivent, j'applique ces directives. On est dans un management qui peut être aussi vertical et horizontal, c'est-à-dire qu'on parle souvent chez nous de management partagé. Le management se partage entre l'employeur et le salarié. Il n'empêche que l'un et l'autre ont bien des droits, des devoirs et des obligations à intégrer de part et d'autre, mais la relation de subordination est complètement différente de celle que l'on peut connaître de manière très classique dans une structure. Évidemment, ça pose tout un tas de questions dans ce relationnel. Comment je choisis mon salarié ? Sur quelle base je vais choisir mon salarié, comment je vais évoluer, et moi en tant que salarié, comment je vais choisir de rentrer dans un mode de contractualisation directe et non pas dans une structure, et comment je vais me positionner vis-à-vis de mon particulier employeur ou de mes particuliers employeurs. On s'est aperçu que dans ce secteur, particulièrement, c'est bien la confiance qui est la base de la relation. Je fais confiance à mon salarié me fait confiance. J'ai des droits, je les respecte, il a des droits, je les respecte, mais notre relation dépasse clairement ce statut strictement juridique de salarié à employeur. Je lui ai fait confiance pour venir dans mon domicile, pour évoluer professionnellement dans mon domicile. Il me fait confiance aussi pour justement être dans ce relationnel de 1 à 1. Ça pose évidemment du coup la question de se dire comment sont ces métiers. Bien souvent on dit, est-ce que c'est réellement des métiers? On est sur une base de confiance. Est-ce que réellement on peut parler d'un emploi à part entière? Est-ce que c'est très attractif d'aller dans ce type d'emploi? La professionnalisation, notamment, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, constitue une des réponses clairement à l'attractivité de ces métiers.
Grâce à la professionnalisation qui a été mise en œuvre depuis 20 ans, on a pu structurer les métiers, faire le socle de compétences de ces métiers-là. On peut aujourd'hui clairement parler d'un début, voire même d'une concrétisation de filières sur les métiers des emplois de la famille et du domicile, ce qui n'était peut-être pas le cas même il y a 10 ans. Lorsque je rentre dans le secteur, je rentre potentiellement sans être formée. Il y a beaucoup effectivement de salariés aujourd'hui qui ne sont pas formés dans le secteur, qui se forment maintenant. Je rentre sans être formée, je rentre parce que j'ai trouvé un particulier employeur qui correspond à ma recherche d'emploi. Mais quelque part, j'ai besoin aussi d'évoluer. J'ai besoin d'évoluer en termes de compétences dans le travail que j'ai aujourd'hui, si je suis assistante vie par exemple, si je suis garde d'enfants. Mais j'ai potentiellement aussi besoin d'évoluer parce que je vais avoir plusieurs employeurs, plusieurs manières de travailler et je vais aussi peut-être avoir envie d'évoluer dans le secteur des emplois de la famille. Je commence garde d'enfants, je finis assistante maternelle. Il y a bien une passerelle, une filière qui peut se créer entre ces deux métiers. Je commence garde d'enfants. L'enfant grandit, je suis bien avec le particulier employeur est bien avec moi, j'ai envie de rester, je vais évoluer en tant qu'employé familial. Le particulier employeur va vieillir, va devenir de plus en plus dépendant, je vais continuer à rester avec lui et je vais évoluer vers assistante de vie. Mes compétences à chaque fois évoluent, les nécessités d'avoir de nouvelles compétences évoluent aussi. Le secteur du particulier employeur, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être que Camille a le chiffre plus que moi, mais on fait partie des secteurs qui fidélisent le plus. Les salariés restent à environ 10 ans chez un particulier employeur, ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui, où on parle souvent de secteurs, d'emplois, où on change assez régulièrement. On sait que lorsque la confiance est établie et lorsqu'il y a un vrai lien de travail entre un salarié et un particulier, les salariés peuvent rester 10 ans au domicile de leur particulier employeur. Dans le cadre de cette professionnalisation, évidemment, nous avons plusieurs catégories et notamment ce qui nous intéresse aujourd'hui, la question des certifications professionnelles, la qualification en tant que telle, qui est une véritable réponse, une véritable réponse qui assure la qualité de la prestation. Évidemment, par la qualification, je vais acquérir des compétences et je vais rendre qualitatif mon travail et je vais aussi mieux comprendre comment j'agis au domicile, comment j'interagis avec mon particulier employeur, comment je me positionne au sein de ce domicile. C'est bien pour ça qu'on parle à un moment donné, c'est pour ça que le titre est cercle vertueux. Pourquoi cercle vertueux? Je rentre, j'ai un emploi, je me qualifie, mon emploi devient un véritable métier à part entière, reconnu, avec des compétences. Je pérennise mon emploi, voire même je pérennise à un moment donné mon évolution professionnelle au sein de cet emploi-là et auprès d'autres particuliers employeurs avec lesquels je pourrais évoluer. Je vais laisser Camille vous parler un petit peu de la certification. Bonjour, donc je prends le relais effectivement pour aller un peu plus dans le détail sur les métiers, les certifications en règle générale, les métiers, les titres professionnels et puis comment on y accède par la formation. Donc on va détailler les formations aussi, ce qu'on voit, ce qui permet aussi cette évolution et ces passerelles entre les différents métiers et comment on peut acquérir ces titres. Comment on fait pour passer ? Voilà. Donc Nadège en a déjà un peu parlé des différents métiers qui existent. On a 4 métiers, donc employé familial, garde d'enfants, assistante maternelle et assistante de vie dépendance, représentés par 3 certifications professionnelles. Donc on a des certifications professionnelles qui concernent la maisonnée, l'employé familial, une certification professionnelle qui concerne l'enfance, qui est assistante maternelle, garde d'enfants, et une certification professionnelle qui concerne la dépendance, donc l'accompagnement des personnes dépendantes, qui est donc l'assistante de vie dépendance. Je vous propose de détailler un petit peu les différents métiers pour que vous puissiez avoir tous les éléments. Le métier d'assistante maternelle, c'est un métier qui est régi par un agrément du Conseil général. Cet agrément donc, donne droit à garder des enfants chez soi. Donc son domicile privé devient un lieu professionnel sur un certain nombre d'enfants.
Le principe de ce métier, c'est vraiment de s'occuper des enfants, mais de manière autonome. Comme disait Nadège, on est vraiment en lien avec le particulier employeur, mais on n'est pas avec une entreprise, on n'est pas régi par un responsable, etc., etc. Nous sommes l'assistante maternelle et responsable des enfants à son propre domicile, avec les directives de ses employeurs, de toute manière, les particuliers employeurs. S'il y a des questions, il y aura, enfin je le précise, hein, mais il y a un temps d'échange aussi après, mais n'hésitez pas si vraiment il y a réaction à réagir. Donc l'accueil des enfants, c'est jusqu'à l'âge de 18 ans officiellement. Hein. Officieusement, on sait très bien qu'une assistante maternelle garde les enfants qui ne vont pas encore à l'école ou après, à partir de 4 heures hein, pour le périscolaire. Ces assistantes maternelles, comme l'a dit, donc je vais pas revenir dessus, mais ces assistantes maternelles, elles sont encadrées aussi par une convention collective, la convention collective des assistantes maternelles du particulier employeur. Pour ce métier, il existe donc une certification professionnelle qui s'appelle la certification professionnelle assistante maternelle garde d'enfants, qui est déposé et reconnu au RNCP, donc c'est le répertoire national des certifications professionnelles. Ce répertoire, pour information, c'est, je vais schématiser, l'État qui reconnaît tous les diplômes, certifications, titres, enfin c'est tous les nomenclatures qu'on entend, au même endroit, qui dit oui, ce diplôme est bien reconnu de niveau 5, donc de niveau CAP 3e, voilà. Donc il tamponne bien, c'est niveau 5. Donc nous avons effectivement des certifications qui sont déposées depuis 2009, qui sont reconnues de niveau 5. Ces certifications cette certification est accessible par la VAE, mais aussi par la formation. Je vais les détailler de toute manière plus tard, quand on verra le détail de la formation. Deuxième métier qui concerne aussi les enfants, c'est la garde d'enfants. La différence entre l'assistante maternelle et la garde d'enfants, elle n'est pas énorme. C'est le lieu de travail qui change. L'assistante maternelle, tout à l'heure, je disais, elle garde chez elle. Elle a un agrément pour garder les enfants chez elle. La garde d'enfants, elle va aller chez le particulier employeur. Donc, son lieu de travail, ça va être la maison des parents. Hein. La maison des parents, ou que ça soit une garde unique ou garde partagée. Je ne sais pas si vous connaissez le terme garde partagée, c'est deux parents qui s'associent pour employer une garde d'enfants ensemble. Voilà, donc le lieu de travail de la garde d'enfants, c'est vraiment au domicile du particulier employeur. Donc elle a un ou plusieurs employeurs, du coup, dans le cadre de la garde partagée. Elle gère son activité de manière complètement autonome, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'une association prestataire, d'une entreprise, etc. Elle gère son activité toute seule. Elle intervient auprès d'enfants dès la naissance, jusqu'à l'âge de 18 ans. Et elle peut intervenir aussi pour dynamiser son emploi auprès des relais assistantes maternelles, des relais comme quoi on voit bien que l'assistante maternelle et la garde d'enfants peuvent être ensemble et ont exactement le même métier, puisque même localement, elles se regroupent sur des lieux. Voilà, alors même principe, la certification existe aussi de niveau 5, déclarée au RNCP. Je reviendrai sur le détail de la formation tout à l'heure. Ah, j'ai les... Voilà, l'employé familial, donc un troisième métier et une deuxième certification professionnelle. Ce métier-là concerne des personnes qui interviennent au domicile du particulier employeur, chez toute personne, autonome ou semi-autonome, avec des enfants périscolaires aussi, donc elle peut s'occuper des enfants à la sortie de classe. L'objectif de ce métier, c'est de prendre en charge la maisonnée. C'est-à-dire qu'il y a des parents, on voit bien en région parisienne, en grosse agglomération, on travaille tous assez loin, on rentre aussi tard, on a très peu de temps à consacrer à la fois aux courses, à la fois au ménage, à la fois aussi parfois aux devoirs des enfants, c'est compliqué. Hein. Donc du coup, on fait appel à des personnes à domicile pour pouvoir nous seconder en tant que parents.
mais aussi dans notre vie quotidienne. On n'est pas obligé d'être parent pour avoir besoin d'un coup de main sur le repassage, sur les courses, sur la préparation de repas, etc. Les employés familiaux interviennent aussi dans un premier temps avec des personnes âgées qui n'ont plus la force de porter le pack d'eau pour les courses, par exemple, très concrètement. Donc, qui font appel à des personnes pour les aider, pour faire les courses, etc. Voilà. L'employé familial intervient chez plusieurs employeurs, peut intervenir chez plusieurs employeurs. Il peut y avoir 5, 6, 7 particuliers employeurs. Elle a la capacité de gérer ces contrats-là, ces contrats de travail, de gérer son activité multi-employeur. Et elle est de toute manière, comme tout le monde, régie aussi, encadrée par une convention collective, la convention collective des salariés du particulier employeur, qui lui permet d'être dans un vrai cadre de travail. Nous avons donc associé à ce métier une certification professionnelle qui est, de la même manière que les autres, reconnue et déclarée au RNCP, accessible par la formation et par la VE. Le dernier métier est assistante de vie dépendance. Donc ce métier-là, toujours, ces personnes-là vont intervenir au domicile du particulier employeur, chez un ou plusieurs employeurs. Elle va gérer aussi, comme ses collègues, de manière autonome son activité. Et elle va intervenir, par contre, elle, auprès des personnes dépendantes. Donc toute personne qui a une problématique de santé, de handicap, de dépendance, qui a besoin d'être secondée à la fois dans une vie quotidienne, donc du ménage, du repassage, des courses, préparation de repas, mais aussi, pourquoi pas, pour l'aide à l'habillage, pour des tâches qu'elle ne peut accomplir seule. Voilà. Ce métier a, avec une certification professionnelle, il y a eu d'assistante de vie, il y a une erreur, pardon, d'assistante de vie, reconnue aussi au RNCP, donc de niveau 5. Toutes ces certifications de niveau 5, elles sont accessibles de la même manière. Je vous ai parlé tout à l'heure de la formation professionnelle. Dans le cadre de la formation professionnelle, il y a 406 heures en tout en centre de formation, donc 406 heures théoriques et pratiques, c'est-à-dire on vous aide à savoir comment on peut s'organiser pour que les tâches ménagères, par exemple, on les fasse le plus vite possible, mais aussi de manière professionnelle. On fait des mises en situation pour les gardes d'enfants, par exemple, pour savoir comment donner le bain, comment préparer un repas aussi un peu spécifique pour les personnes qui sont diabétiques, qui ont des pathologies particulières, etc., etc. Donc 410 heures en centre de formation. On a effectivement un temps de stage pratique donc, au domicile, auprès des personnes qui ont besoin, auprès des enfants, etc., etc. Et puis intégrer dans cette formation une formation de premier secours, ce qui nous paraît quand même assez important de savoir réagir à la moindre urgence. Vous avez la possibilité maintenant de réagir avec la prévention secours civique niveau 1, ça s'appelle exactement. Voilà. Deuxième solution, dans le cadre de la VAE, où on a là 24 heures d'accompagnement dans le cadre de la VAE, pour accéder à la VAE, c'est comme tout le monde, c'est 3 ans, 3000 heures d'exercice pour accéder à la VAE. Moi, j'ai un problème avec ça. Je vais détailler un petit peu la formation pour essayer de comprendre comment on peut préparer donc, les salariés, futurs salariés, à exercer ce métier. Ces 406 heures dont je parlais en centre de formation sont découpées en 3 parties, en 3 activités types dont on parle. La première activité type, c'est organiser l'espace professionnel. La spécificité, c'est qu'on arrive dans un domicile, c'est un domicile privé. Donc c'est important en tant que professionnel qu'on puisse savoir exactement où on met les pieds. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je n'ai pas le droit d'aller dans cette pièce? Ça, c'est important. C'est aussi organiser ce domicile, c'est-à-dire la sécurité du domicile. Pour des personnes âgées, par exemple, pour les enfants, c'est important de sécuriser le domicile pour qu'on puisse bien accompagner les personnes et que tout le monde soit en sécurité, à la fois soit en tant que salarié, mais aussi pour la personne accompagnée.
La deuxième activité, qui est vraiment la spécificité de nos titres, puisqu'on est là dans le cadre du particulier employeur, c'est une activité de développement de son activité multi-employeur. C'est-à-dire qu'on va aider les futurs salariés à véritablement s'organiser pour rechercher des particuliers employeurs, à véritablement être force de proposition lors de l'entretien d'embauche. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait de management partagé, c'est vraiment le début de ce management partagé. C'est-à-dire que quand on arrive en entretien d'embauche, on ne répond pas qu'aux questions du particulier employeur. Bien souvent, c'est nous, en tant que salariés, qui demandons à l'employeur ses besoins, qui ajustons parce que nous sommes les professionnels. Donc, on lui propose un accompagnement aussi. Donc là, c'est une démarche vraiment différente. On aide aussi, dans le cadre de cette activité-là, à bien comprendre ce qu'est un contrat de travail, puisque je vous ai dit tout à l'heure que tous les salariés étaient totalement autonomes. Donc pour ça, il faut vraiment comprendre ce qu'est un contrat de travail, comment ça peut se faire, qu'est-ce qui est légal, pas légal, quels sont les lieux ressources pour nous aussi, puisqu'il ne s'agit pas non plus de vous faire des formations de juristes, il s'agit d'avoir vraiment les outils, donc des lieux ressources aussi, à qui faire appel pour être sûr que mon emploi est sécurisé. Voilà, donc c'est une activité type qui est vraiment pour le secteur et pour les branches extrêmement importante, puisque ça nous permet de pérenniser aussi les salariés dans ce secteur-là et que l'ensemble des salariés puissent vraiment être au fait de tout ce qui se passe. Et la troisième activité type, qui est la spécificité de chaque métier, c'est l'accueil et prise en charge. C'est-à-dire que pour une assistante de vie dépendance, comment je vais accueillir et prendre en charge une personne dépendante dans l'organisation de son travail, dans la communication, dans l'accompagnement auprès d'une personne Alzheimer, par exemple, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, comment je fais un repas avec une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, comment je vais faire ma séance de repassage avec cette personne atteinte de maladie d'Alzheimer, etc. Même chose pour les assistantes maternelles garde d'enfants, c'est comment j'accueille les enfants, comment je prends en charge les enfants dans le cadre où je suis, dans mon cadre de travail, c'est ou chez moi ou chez le particulier employeur, en fonction des différences d'âge, du nombre d'enfants, etc., etc. Pour l'employé familial, ça va être exactement la même chose, c'est comment je m'organise pour que toutes les tâches qu'on me demande d'effectuer peuvent être faites dans la semaine qu'on me demande. Si je dois faire des courses, du repassage, du ménage et que je dois aussi préparer les repas pour tous les enfants tous les jours, etc., il faut que je m'organise, il faut que je fasse correctement les tâches et puis il faut que je m'organise pour être sûre de tout faire. Voilà. Ça va ? L'activité 1 dont je parlais dure 85 heures à peu près. L'aspect qui est très important et qui permet l'évolution au sein de ce secteur aussi, c'est que c'est un tronc commun avec l'ensemble des certifications. C'est-à-dire que vous avez acquis l'activité type 1, ça veut dire que vous avez acquis l'activité type 1 pour l'employé familial, la certification employé familial, la certification assistante maternelle garde d'enfants, la certification assistante de vie dépendance. Il n'y a pas de différence entre les trois titres. D'accord ? Voilà, je suis allée trop vite, pardon. L'activité type 2, c'est la même chose. Tronc commun avec l'ensemble des trois certifications. D'accord ? Donc ça permet vraiment, ces deux activités-là permettent vraiment un tronc commun et du coup des passerelles entre métiers. Et la troisième, activité, donc qui dure 250 heures, qui est le cœur du métier, donc c'est pour ça que les heures sont plus conséquentes sur cette activité type. 250 heures avec découpé en trois parties bien distinctes, mais la notion qui est importante, c'est qu'il y a 50% de mise en situation en centre de formation. Ce n'est pas uniquement des cours théoriques, c'est aussi de la pratique, ce qui nous semble essentiel pour la préparation de certification professionnelle. Quelques chiffres très rapidement sur l'acquisition des certifications. On est à peu près 2500 personnes qui sont présentées par la formation. On est sur des chiffres qui sont assez identiques. En VAE,
350 personnes aussi à peu près, avec un taux de réussite assez important pour l'ensemble des certifications sur l'ensemble du territoire. Ce qui est important, je pense, de retenir, c'est on a fait une enquête auprès de ce certifié, de savoir qu'est-ce que ça leur a apporté cette certification. Parce que, bon, on fait des formations, maintenant il faut que ça donne des choses très concrètes aux salariés, il faut que ça puisse leur servir. Nous, notre objectif, c'est, au-delà de faire de la certification, c'est vraiment répondre aux besoins à la fois des salariés, mais aussi des particuliers employeurs. Donc on leur a posé un certain nombre de questions. J'ai extrait des données pas toutes les données, hein, juste quelques-unes. Mais en gros, ce qui est important, c'est que 95% sont satisfaits de leur certification pour trois raisons. C'est que d'une part, ça leur a aidé à trouver un emploi. Donc là, je fais écho à l'activité 2, hein, c'est gérer son activité multi-employeur. Ensuite, beaucoup de gens étaient très très fiers quand même d'avoir une certification professionnelle, puisqu'on a beaucoup de personnes en reconversion aussi au sein de notre secteur, donc il y a une fierté. Et puis, ils étaient très satisfaits aussi du contenu de formation. La grosse majorité, 75%, 76% pratiquement, ont trouvé un emploi en lien avec la certification. Donc ça veut dire que les gens sont restés dans le secteur. Donc ça veut dire, grosso modo, que les titres, enfin la formation, permet vraiment d'aller travailler dans le secteur. Et donc 65% ont considéré que ça les a vraiment aidés, tout ça, à trouver un emploi. Ce qui est important, c'est que j'ai extrait ces données-là aussi parce que ça me semble important. On parle beaucoup de mi-temps subi, de temps partiel subi par exemple. Dans nos secteurs, c'est pas forcément quelque chose de subi. C'est aussi, ça c'est une donnée qui est importante, c'est aussi les temps partiels, c'est aussi des temps partiels qui sont choisis. Beaucoup de gens choisissent vraiment véritablement de travailler à temps partiel. 80% des salariés ont trouvé un emploi dans le secteur. 31% travaillent au moins à 35 heures, 48% travaillent entre 17 heures et 34 heures par semaine. Mais vous voyez bien que 76% sont vraiment satisfaits de la manière dont ils ont organisé son travail, dont ils ont aussi leur temps de travail. Ils sont vraiment satisfaits de ça. Donc c'est pas parce qu'il n'y a que 31% qui sont à 35 heures que l'ensemble ne sont pas satisfaits. C'est français ce que je viens de dire? Oui, c'est français. Pardon. Là, on a fait... Alors, bon, excusez-moi, sur les camemberts, du coup, on voit plus grand-chose. Mais ce qui me semblait important, en fait, de dire, c'est que la majorité des personnes touchent à peu près 2 millions d'employeurs. On a fait des données, c'est absolument pas fini les titres, donc j'en suis désolée, mais en gros le deuxième camembert, c'est le nombre d'heures travaillées, en gros, chez les particuliers employeurs. Et j'ai fait aussi par métier, ce qui me semble important. Il y a à peu près donc plus de 50% qui sont à plus de 1 000 euros par mois, hein, en termes de salaire. Plus de 60% en tant qu'assistante maternelle qui sont à plus de 30 heures par semaine. Donc ça répond bien aux activités, enfin, à ce que j'annonçais tout à l'heure sur le suivi de l'emploi. Les employés familiaux, on est là sur une différence. En fait, on est on est plus sur des mi-temps et puis on est sur des rémunérations, voilà, qui avoisinent en fait à peu près 1 000 euros. Je fais une moyenne, je suis en train de calculer en même temps, mais qui voisinent à peu près 1 000 euros. Sur des temps de travail qui sont grosso modo pour la moitié à partir de 20 heures jusqu'à plus de 30 heures par semaine. Et pour les assistantes de vie dépendance, on est pour aller à peu près 60%, plus de 20 heures de travail par semaine. Voilà.
Donc c'était vraiment en lien avec ce que disait Nadège, c'est-à-dire que la formation permet vraiment, du coup, maintenant, de développer ça et d'être dans cette plus-value par rapport au métier. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il ne faut pas hésiter. Bonjour. Je voulais savoir un petit peu les obligations comptables qu'il y avait pour le particulier employeur. Qu'est-ce qu'il doit déclarer au niveau de son activité? Comment ça se passe? Alors, les obligations comptables. Excusez-moi, on a un peu du mal à vous entendre, mais donc les obligations comptables, ce que vous voulez savoir, c'est comment il déclare en fait son salarié. Oups. Oui, tout à fait. Ouais. Je ne vous vois plus, je suis désolée, mais ouais, vous êtes là. Donc, en fait, les obligations comptables, c'est une déclaration de son salarié. Le particulier employeur choisit de faire une déclaration. Alors, aujourd'hui, vous connaissez tous sans doute le chèque emploi-service, le CESU. Hein, c'est la dématérialisation à un moment donné de la déclaration qui représente la plus grande partie des déclarations de salariés qui sont faites hors assistant maternel. Les assistants maternels passant par Page Emploi, qui a un lien avec la CAF. Donc, URSSAF ou CESU. Quoi qu'il en soit, quel que soit le choix qui est fait, c'est une déclaration très classique. La différence entre l'URSSAF et le CESU, c'est qu'il y a un tout petit peu plus de papier à faire de la part du particulier employeur. Donc c'est une toute petite part aujourd'hui des particuliers employeurs qui choisissent cette modalité, mais ils continuent pour certains à la choisir parce qu'ils la préfèrent. En tout cas, le chèque emploi-service est la modalité la plus courante. Donc inscription sur le site, éventuellement un chéquier ou une dématérialisation complète sur le site, déclaration du nombre d'heures tous les mois qui sont effectuées par le salarié, une fiche de paye est établie pour le salarié qui la reçoit et donc le règlement se fait là directement à la fin du mois en général hein, entre le particulier employeur et le salarié. Il y a juste cette formalité administrative à remplir obligatoirement pour qu'évidemment il y ait une véritable déclaration, que ça ne soit pas du travail au noir et que ça soit bien pris en charge et que le salarié ait bien toutes les cotisations nécessaires. Je vous en prie. Bonjour. Qu'en est-il pour la médecine du travail sur le particulier employeur, s'il vous plaît, et sa déclaration des salariés? Alors, nous, Hyperia, ça va être compliqué de vous répondre très clairement sur la médecine du travail, parce que, évidemment, nous, on est le côté professionnel, on n'est pas le professionnalisant, en formation professionnelle, on n'est pas le côté particulier employeur. Là, vous avez la Fédération des particuliers employeurs qui pourra vous répondre, là, ici, sur l'espace. Quoi qu'il en soit, c'est une réflexion. Moi, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que tout ce que je vais vous dire là, et vraiment, je vous invite à aller voir avec la Fédération des particuliers employeurs. C'est une question aujourd'hui qui est posée. Absorber 1 600 000 salariés du particulier employeur dans la médecine du travail, c'est pas tant une problématique de particulier employeur que même une problématique d'organisation territoriale aujourd'hui qui est réellement posée. Donc voilà. En tout cas, vraiment, allez voir la Fédération des particuliers employeurs. Je pense qu'ils pourront vraiment vous aiguiller là-dessus. Si on peut un tout petit peu vraiment résumer sur ce qu'on a dit depuis le début, on a montré des chiffres, on vous a montré des contenus, c'est ce relationnel qu'on peut avoir aujourd'hui, cette relation qu'on peut avoir aujourd'hui entre les besoins d'emploi actuels et futurs clairement avérés. Les chiffres qu'on vous a donnés sont des chiffres qui ont été calculés par diverses structures, qu'elles soient des structures publiques, que ce soit l'IRSEM, certains des chiffres venaient de l'IRSEM, de la Caisse de prévoyance. On sait que tous les indicateurs, même dans des scénarios qui sont des scénarios moindres parce que l'activité économique ralentit, montrent qu'il y aura de la création d'emplois ou en tout cas des besoins d'emploi sur ce secteur-là et que ce besoin d'emploi, pour y répondre, la professionnalisation fait partie des clés. Elle fait partie des clés parce que très clairement, notamment lorsqu'on est certifié, on est beaucoup plus à même de pouvoir se présenter en tant que salarié, de pouvoir remplir les tâches qui sont demandées. Ces métiers-là, ce sont des vrais métiers, on le redit encore, mais réellement ce sont des vrais métiers qui appellent de véritables compétences. La formation, outil à répondre à ces véritables compétences. Quoi qu'il en soit, demain il y aura des besoins. Voilà. Je vous en prie. Est-ce que ça apparaît dans la grille de salaire? Alors, est-ce que c'est respecté? Alors, sur les certifications, aujourd'hui, non. Les branches, par contre, donc les deux branches, la branche des salariés du particulier employeur vient de refaire sa classification.
La nouvelle classification n'est pas encore en œuvre puisqu'il faut qu'elle soit validée par les instances gouvernementales. Il n'empêche que dès qu'elle le sera, et je sais que la branche attend fortement qu'elle le soit, les détenteurs de la certification seront revalorisés. Voilà. Et évidemment, je crois que l'attente est pour la fin de l'année. Donc ça devrait arriver très très vite. Merci. Merci à vous.